Coloscopie, Thierry Ardisson. Laurent Baffy. Thierry, bonjour. Bonjour Lolo. Tu es né un 6 janvier, Thierry. Oui. Tu sais comme qui Comme Adriano Celentano. Oh putain. Eh ouais. Comme Sherlock Holmes, Mr Bean, Elisabeth Tessier, Benito Mussolini et Idi Amin Dada. Lequel dans cette liste, quel est le personnage dont tu te sens le plus Adriano proche? Celentano, parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Salutation. 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 Io mon amore non capisco Ouais. perché. Salutation. Voilà. Adriano Celentano. Je te comprends. Ta mère Juliette était femme au foyer, ton père Victor ingénieur dans le BTP, il a trimballé toute sa famille de chantier en chantier, ce qui t'a valu de naître dans la Creuse, Oui. de passer quelques années en Algérie. Oui. T'as des souvenirs d'Algérie? J'ai des souvenirs d'Algérie. J'allais dans une école de bonnes sœurs qui s'appelait la Colombière et c'était très agréable parce que on était petits, les bonnes sœurs s'occupaient bien de nous. Et puis Aussi bien que les curés auraient pu le faire? non, après j'étais chez les curés, c'était pas le même genre d'occupation si tu veux. Mais les bonnes sœurs s'occupaient bien de nous. Et Qui alors, suce le mieux? je me souviens en Algérie, on allait dans un cinéma un cinéma à ciel ouvert, comme ça on regardait des films la nuit avec les étoiles au-dessus de nous, et un cinéma à ciel ouvert. Et quand il y avait des passages un peu trop, ma mère elle me mettait la main devant les yeux comme ça pour pas que je voie. Et je faisais comme ça. T'avais quel âge? J'étais tout petit, j'avais 6-7 ans, je sais pas, 5-6 ans. Et t'as jamais eu envie d'y retourner? T'as pas Si. une nostalgie, comme Bah, peuvent d'abord, avoir je des suis pieds pas- noirs? Non, je suis pas pied noir, donc si vous voulez, j'ai pas les mêmes attaches que des gens dont la famille était là-bas depuis 100 ans. Maintenant, c'est vrai que je me suis beaucoup assimilé aux pieds noirs parce qu'en 1962, j'habitais à Salon de Provence et j'ai vu arriver les pieds noirs avec une valise en carton à la main et tout le monde disait, regardez ces salopards qui font suer le burnous, alors que les mecs, ils étaient épiciers, électriciens, tu vois, boucher chevalin, tu vois. Et donc, j'ai trouvé ça m'a rapproché d'eux et j'ai toujours une tendresse pour les pieds noirs, oui. Mais je ne suis pas pied noir. Non, je sais. À 10 ans, tes parents te foutent en pension chez les curés Voilà. parce que t'as enfermé ton petit frère dans une grange et t'as foutu le feu à la grange. Voilà, exactement. C'est-à-dire que on habitait dans un petit village qui Tu jouais au cow-boy et aux Indiens. Arèche, un petit village du Beaufortin. Et puis un jour, je voulais l'attraper. Et moi j'étais dans les Cheyennes et lui il était dans le visage pâle. Et donc pour le faire sortir de la grange, j'ai foutu le feu à la grange. C'est-à-dire que la grange a brûlé. Mon frère est sorti au milieu de la fumée. Il y avait le foin humide qui l'avait complètement asphyxié. Et là, mes parents ont décidé de m'envoyer chez les curés à Annecy. Les pères salésiens. Voilà. Et là, faut que tu me dises, mais comment tu sais ça? Mais je vois que tu as travaillé, oui. Comment tu sais ça? Parce que je travaille. Ça s'est passé comment chez les pères salésiens? T'avais quel âge? 10 ans? Ouais, bon, non. Honnêtement, il y avait, par exemple, j'ai compris bien, je me suis demandé bien plus tard pourquoi quand j'allais me confesser, parce qu'on se confessait dans leur chambre. Et donc, j'allais me confesser dans la chambre du père Bonaventure. C'est déjà tout un programme. Et alors, il me mettait sur ses genoux pour me confesser. Donc, effectivement, j'ai compris plus tard que c'était, mais ça s'est arrêté là. J'ai jamais été victime de harcèlement sexuel, malheureusement. T'es resté combien de temps? Je suis resté 2 ans, et c'est ce qui m'a formé, en fait. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai voulu décrocher de l'héros, c'est cette espèce d'énergie qui m'a aidé. C'est-à-dire cette discipline absolument épouvantable. Le matin, à 6 heures, ils allumaient tout. Si tu te levais pas, ils te mettaient le matelas par terre avec toi sur le parquet et le matelas au-dessus de toi. Après, douche froide, messe en latin, tous les jours. Et après, il y avait le bout de pain arrachi avec du chocolat sans lait pratiquement. C'est du Zola, ton histoire. Ouais, non, mais c'était bien. Ah bon, c'était bien? Oui, parce que ça m'a forgé. Ça m'a donné une armature, ça m'a donné une colonne vertébrale. Moi, j'étais n'importe quoi. Je mettais le feu aux granges, tu vois. C'était quand même d'autres choses que je faisais. Donc là, Quoi? non, mais je sais pas, j'étais un gosse complètement, si tu vois le livre que j'ai écrit en collant des cahiers à l'âge de 13 ans, mais tu te dis, mais comment un mec de 13 ans, dont le père prie tous les soirs à genoux devant un crucifix, famille très catho, comment un môme de 13 ans a pu écrire des horreurs pareilles? Quand Audrey l'a lu, elle m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est des pitchs, un ouvrier qui engrosse une chienne, il y a un enfant à tête de chien qui naît, des trucs sur le lesbianisme dans des couvents, mais des trucs de malade, quoi. Ça t'en t'habite? Oui, ça t'habite. Non, oui. Je pense que, donc les curés m'ont bien redressé. La bite. Et dis-moi, ta croyance,
ça vient de ton éducation, du fait que tes parents étaient croyants, ou c'est un truc que tu avais en toi? Il y a deux choses. Il y a d'abord que moi, j'avais pas le choix. Quand tu étais chez les curés, il fallait y croire. Hein. De toute façon, à force, j'étais obligé d'y croire. C'est un endoctrinement quand même. Et puis après, j'ai tout fait pour ne plus croire. Et quand j'ai voulu décrocher de l'héros, je me suis rattaché non pas à la foi, mais à la foi du charbonnier. C'est-à-dire, mets-toi à genoux, prie, et tu finiras par croire, quoi. J'ai vraiment été dans une logique de... Et donc voilà. Et donc j'ai trouvé la force finalement dans cette espèce de... Maintenant, j'ai une croyance qui est quand même moins foi du charbonnier. Je crois effectivement que l'âme n'est pas l'âme n'est pas une sécrétion du cerveau, c'est-à-dire que l'âme c'est quelque chose qui existe en dehors du corps, oui, je crois ça. Mais tu visualises quoi toi après la mort? T'as une idée concrète? T'es pas dans les clichés catho? Non, évidemment je crois pas qu'on va tous ressusciter un jour, des trucs comme ça, mais je pense que il y a une chance que l'âme survive à la vie. Je pense, oui. À partir du moment où tu crois, comme Mitterrand, aux forces de l'esprit, à partir du moment où tu crois à l'âme, tu peux pas être complètement nihiliste. Et pour toi, c'est une espérance ou une crainte? Je te donne un exemple. Quand il y a des lieux qui sont chargés, par exemple, il y a eu des crimes ou dans des châteaux, et on dit qu'il y a des âmes qui viennent hanter, qui sont poursuivies pour l'éternité. C'est flippant. À la limite, on préférerait qu'il y ait rien après, plutôt que ça. Ouais. Non? Oui. Mais c'est comme ça, c'est des âmes qui ont, j'imagine. En errance. En errance, voilà. C'est flippant. Des gens qui sont morts d'une mort atroce ou qui ont tué d'une façon atroce, etc. Bah oui, mais c'est la seule chose qui peut, en même temps, ça tient un peu les hommes parce que moi, j'ai peur d'aller en enfer. Ah ouais? Bah oui, c'est pour ça que je me comporte bien. C'est ça qui fait qu'on se comporte bien. S'il n'y avait pas de peur de l'enfer, les gens feraient n'importe quoi. Enfin, ceux qui croient pas, ils font souvent n'importe quoi. Et comment tu vois l'enfer? Cool, avec des putes. cool, avec des pétards. Il y a un mec, il arrive en enfer, il y a Satan, il lui dit, alors il y a 3 salles pour l'éternité, il y a 3 salles. Il dit, je peux voir? Il dit, oui, bien sûr. Il rentre dans une salle, il voit un type allongé sur le dos, et il y a un mec qui lui met des clous de tapissier partout sur le corps. Il dit, c'est horrible, oui, c'est pour l'éternité. Et c'est quoi l'autre salle? Et il ouvre la salle, il dit, et là il voit un mec allongé avec un diablotin qui lui brûle les couilles au chalumeau. Il dit, c'est horrible. Il dit, oui, ça c'est 1000 ans, ça dure 1000 ans. Et la 3e salle, c'est quoi? Et là il voit un mec allongé qui s'est fait sucer par une femme magnifique. Il veut pas dire tout de suite que ça l'emballe, tu vois, mais il sait que c'est ça qu'il va choisir. Il dit, ah, mais c'est intéressant, écoutez, je pense que je vais prendre ça. C'est pas mal. Je pense que je vais prendre ça. Combien de temps ça dure? 1000 ans? Ouais, je vais prendre ça. Et là, il y a Satan qui dit, Mireille, arrête, on t'a trouvé un remplaçant. Je vois que tu baisses pas de forme. Non, c'est une blague. C'est une blagounette. Ouais. Quand t'étais gosse, t'étais jaloux des autres. Tu voyais des belles baraques et tu disais, pourquoi on n'habite pas là? Ouais. Quand mes parents me ramenaient, après on était habité à Chamonix, quand ils me ramenaient de Chamonix à Annecy chez les Salésiens le dimanche après-midi, je comprenais pas pourquoi on avait une Dauphine et pas une DS-19. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas une maison au bout d'une allée d'arbres. Je comprenais pas pourquoi l'été, quand on partait en vacances, on bouffait des salades de tomates sur une table de camping au bord de la route. Je comprenais pas pourquoi à la plage on n'avait pas de matelas, nous on avait une serviette qu'on mettait sur le sable. Tout ça me semblait absolument pas fait pour moi. Et j'étais persuadé qu'il s'était trompé à la maternité ou que un jour on me dirait que je faisais pas partie de cette famille, que j'avais été adopté. Je me sentais pas, j'étais le signe noir, quoi. J'ai jamais compris ce que je foutais dans cette famille. Enfin, après ça s'est arrangé évidemment avec l'âge, mais là à cette époque-là, j'avais une vraie haine de la vie que j'avais. Oui. En plus, l'ambiance à la maison était dégueulasse parce que tu vivais dans un appart avec ta mère qui s'engueulait avec ta grand-mère. Mais tu as bien travaillé, Laurence. Mais je travaille toujours très bien. Ça fait une drôle d'impression de voir des gens qui préparent quand même. Non, effectivement, mon père a pas eu le courage de dire à ma grand-mère d'aller habiter ailleurs. Donc ou de l'euthanasier. L'euthanasier, il l'a pris avec nous. Et si tu veux, une fois qu'elle a été avec nous, c'était même pas, on n'avait pas assez d'argent pour qu'elle ait une maison à elle ou un appartement à elle. On habitait tous dans le même appartement. Où ça? Bon, partout où on allait. Et ma mère voulait pas l'avoir. C'est-à-dire que, donc la pauvre vieille était chez elle, une pièce qui lui servait de cuisine, de chambre, de salon, et elle avait le droit de sortir de sa chambre le soir pour venir voir la télé. Et là, elle s'engueulait avec ma mère en général. Alors c'était l'enfer. Mais attends, moi, d'ailleurs, ça m'a marqué profondément. C'est pour ça que je suis parti. À l'âge de 16 ans, ils m'ont plus vu. Je suis revenu 10 ans après.
À 17 ans, tu te retrouves à Jouan-les-Pins et tu te fais embaucher au Whisky à Gogo Ouais, comme DJ. ouais. Au flanc, comment t'as fait? Non, en fait, j'avais eu mon bac. Mon père m'avait dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, écoute, je veux partir. Voilà. Donc, il m'avait donné un peu d'argent. J'étais allé à Jouan-les-Pins. Et puis, au bout d'un moment, j'avais plus d'argent. J'étais sur la plage. Je dormais dans une tente de camping à une place entre la voie ferrée et la route. C'était vraiment très agréable et donc j'étais sur la plage toute la journée à me faire chier et un mec qui vient, un espèce de grand bonhomme qui vient avec des petites lunettes, un peu aquilin comme ça, un petit peu. Il dit qu'est-ce qu'il fait le petit garçon sur cette plage? Alors j'ai dit rien, je m'emmerde. Mais il dit mais tu veux travailler? Donc le mec me draguait évidemment. Et j'ai dit oui, j'ai dit effectivement. Mais est-ce que tu voudrais être disjockey, enfin disquaire à l'époque on disait. Et donc je suis rentré à 17 ans sans avoir jamais fait ça. Disquaire au Whisky à Gogo, et j'ai appris le boulot. C'était mon premier métier. Ce qui fait qu'après, d'ailleurs, on retrouve ça parce que quand j'ai fait des émissions, celles qu'on faisait ensemble, il y avait le sampleur. Après, j'ai toujours eu mon sampleur. J'ai toujours mis beaucoup de musique dans mes Les émissions. blind tests. Les blind tests, tout ça. C'est moi mon premier métier, c'est disjockey, ouais. Eh ben moi aussi, c'était pas mon premier boulot, mais c'est un boulot que j'avais eu au Bluff. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chômage, et on disait aux gens, vous avez déjà fait ça? Et moi, je disais, oui, j'ai déjà fait ça. Et j'étais rue de Pontieux, la Panthère Rose rue de Pontieux, et j'ai mis mon premier disque. C'était un 45 tours, et je l'ai mis en 33 tours. Et là, le mec m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sûr, vous avez déjà fait ça? Mais moi, il me disait, c'est pas compliqué. Si la piste se vide, tu es vidé. Donc, c'était pas compliqué. Et alors, il y avait un truc qui était très bien quand même, parce que, au bout d'un moment, j'ai commencé à savoir comment on faisait. Et alors, il y avait le Whisky à Gogo, à Jouan-les-Pins, il était en face de la Pinède. À la Pinède où il y avait le festival de jazz. Et donc moi je mettais des disques genre les Stones, Going Home 11 minutes 35, je me courais dans la Pinède pour baiser une gonzesse. D'où le nom. Oui, d'où le nom. Et je revenais mettre le disque suivant. Ouais. Et c'est avec ce mec-là que tu as eu ta première relation homosexuelle? Non, il a pas voulu. Il a été très correct avec moi. Il m'a dit, écoute, tu n'es pas homosexuel. Enfin voilà, il a pas insisté. Il avait beaucoup de respect pour moi et il a pas insisté. Peut-être qu'il aurait réussi s'il avait insisté, mais il a pas insisté. En revanche, après, quand je suis arrivé à Paris, oui, j'ai essayé, mais bon. Tu le racontes dans Confession d'un baby oui, boomer. j'ai été raté. Oui, j'ai été raté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec a voulu aller trop vite. Oui, le mec, les deux d'ailleurs, se sont comportés avec moi comme si j'étais habitué et tout. Moi, c'était la première fois, il fallait un peu faire attention, tu vois, je sais pas. Ils m'ont raté. Tant pis pour eux. Et depuis, ta devise est devenue, vous n'aurez pas l'Alsace et ma rondelle. Ouais, c'est ça. Ça t'est resté, ça. Non. Tu te l'es fait tatouer. Non, mais c'est dommage, parce que peut-être j'aurais fait un homosexuel formidable. En 69, tu montes à Paris et tu te lances dans la pub. Ouais. Tu trouves des slogans dont les gens se souviennent encore aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais. Des décennies après, les vas-y, vas-y, quand c'est tropico. La paire, il n'y en a pas deux. La paire, il n'y en a pas deux. J'ai 8 secondes pour vous dire quoi vaut Maltine. Puis chaussé au moine, je dis amen. La paire, il n'y en a pas deux, t'étais dans ton bain, tu fumais des pétards. La paire, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu fais ce boulot, t'es très bien payé, ça c'est sûr, mais il faut trouver. Là, il n'y a pas d'échappatoire. Et donc, j'avais rien trouvé, tu vois, sur les cuisines de la paire, qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois. Et puis la veille, comme c'était, bon, je suis rentré chez moi l'après-midi, je suis dans la baignoire avec un pétard, et là, j'ai une illumination. Mais alors, je fais pas la promotion du pétard. Je pense que le pétard a une utilité pour te désinhiber, pour te décaler un peu de la réalité et te permettre de capter des idées qui sont... Ça ouvre des portes que t'aurais pas forcément ouvert. Voilà. Maintenant, dire aux gens, fume un pétard, tu vas devenir créatif, ça, non. Si t'es con, tu resteras con. Mais ce sens de la formule, tu l'as acquis en faisant de la pub ou tu l'avais déjà un petit peu avant? J'avais déjà, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier bouquin, là, quand j'avais 13 ans, qui s'appelle Fugue en gros bémol, le titre, il était carabiné. Et donc après, j'aimais bien les mots. Et en fait, j'avais fait un concours de pub. C'est comme ça que ça m'avait donné l'idée, par correspondance, pour les chaussettes STEM. Et j'avais trouvé ce thème un peu, beaucoup passionnément à la folie, évidemment. Alors les mecs m'avaient écrit, bon, écoutez, vous gagnez pas le concours, mais quand même, il y a de l'idée. Donc ça m'avait un peu encouragé à l'idée de faire de la pub. Je savais pas quoi foutre de ma vie. Je savais que j'allais être célèbre un jour. Ça, c'est sûr. J'ai toujours su que j'allais être célèbre. Mais, je savais pas comment. Mais tu pensais à une filière artistique ou t'aurais pu être célèbre? Non, pas en tuant dans un fait divers ou... Non, célèbre, mais je savais pas si ça allait être dans, tu vois, dans le cinéma, l'écriture, je savais pas, mais j'étais persuadé que j'allais devenir célèbre. Donc, je sais pas, quand c'est arrivé,
ça m'a fait plaisir, évidemment, heureusement, mais je veux dire, ça m'a semblé comme une chose tout à fait écrite depuis longtemps, quoi. Quand t'as enfin accédé aux baraques qui te faisaient rêver quand t'étais gamin. Voilà, je m'en suis acheté une en Normandie, là, avec Un haras. un haras avec une allée d'arbres et le haras au fond, et voilà, ça m'a duré, ça m'a bien duré une dizaine d'années, cette histoire. Avant que tu ne manges les chevaux. Ouais, bah voilà, bon, c'était très bien, c'était un truc que je voulais vivre. La famille, le haras, les chevaux, tout le gentleman farmer, tout ça, ça m'amusait beaucoup. En 1970, tu épouses Christiane Bergognon. Ouais, bravo. Tu découvres qu'elle te trompe. Bah, et là, oui, tu te c'est-à-dire, suicides. oui, non, c'est pas ça. C'est que d'abord, la vraie raison du suicide, en fait, c'est que j'étais face à Paris. Je voyais cette espèce de ville où connaissais personne, mais personne. Et je me disais, il faut que tu arrives au sommet de la montagne. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, si tu veux. Donc, c'est une espèce d'Everest comme ça, qui a été aussi un Golgotha, parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais c'est un Everest. Et donc, j'étais complètement désemparé et je savais pas comment faire pour réussir. Et bien des années après, j'ai posé la question à Philippe Aki et je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais à mon âge pour réussir? Il m'a répondu tout ce que je pouvais. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que je me suis suicidé. Elle m'a sauvé la vie. Elle est revenue pour chercher son rouge à lèvres. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Je m'étais entaillé, là on voit encore d'ailleurs, je m'étais entaillé les veines et j'avais mis le bras dans une baignoire d'eau chaude et j'étais en train de crever, quoi. Puis T'avais quel âge? Vingtaine d'années. Elle est revenue. Et après, on a vécu 10 ans ensemble. Mais bon, elle était très jolie, mais elle aimait pas Paris, elle voulait vivre à la campagne, elle voulait faire de l'alpinisme. Donc elle est partie dans l'Himalaya avec un guide. Qui l'a escaladé lui-même. Qui l'a escaladé, qui l'a monté, effectivement. Et donc quand elle est revenue, elle m'a dit, elle m'a avoué la vérité. Je dis, écoute, ça tombe très bien, je pense pas quoi. Vous êtes partis à Bali ensemble? Ah oui, elle et était c'est là où c'était le Disneyland de la Défense? Ouais, mais elle en prenait pas, elle était calme. Mais moi, oui, Bali. Et toi, d'entrée de jeu, t'as accepté ce qu'on t'a proposé? Tu savais que t'allais te droguer à Bali ou pas? À l'époque, on se droguait déjà pas mal ici. On prenait beaucoup d'acide, on prenait des pétards, pas encore de la coke et de l'héro. Et puis quand je suis arrivé à Bali, oui, je vivais dans une grande maison au bord de la mer avec des beautiful people, Donc là, c'était des champignons. Le champignon, c'était le matin, on prenait la moto, on allait à 5 kilomètres de là où on habitait, à Kuta, pour ceux qui connaissent. Et là, il y avait un petit warung, un petit bistrot, il nous faisait des omelettes aux champignons hallucinogènes. Donc là, la journée commençait bien, je revenais en moto, un peu n'importe comment, et puis après toute la journée, c'était vas-y, roule-moi un pétard, vas-y, prépare-moi une ligne, vas-y, mais... Et donc je me suis accroché à l'héros, ouais. Et comment tu vivais à l'époque? Avec quel fric? Du fric que j'avais économisé en travaillant dans la pub. Mais j'avais pas d'argent particulier. Combien de temps t'es resté là-bas? En tout, en Asie, je suis resté 6 mois, parce qu'après Bali, je suis allé à Bangkok, et après je suis allé à Vientiane, au Laos, et c'est là où c'est devenu grave, parce que là, j'étais dans la poudre, quoi, vraiment dans le jungle, quoi. Et puis j'ai eu le courage de sauter du train avant qu'il aille trop vite. Enfin, il allait assez vite déjà. Et j'ai appelé ma banque. J'ai dit, écoutez, j'ai plus un rond, je veux rentrer et tout. Et une bonne femme très sympa, Madame Emkin. Que tu remercies à chaque fois dans toutes tes interviews, hein. Bah oui. Bah c'est normal, elle m'a sauvé la vie. Je serais comme un con avec des trous dans les bras. Et donc elle m'a envoyé un peu d'argent pour prendre un avion. Je suis revenu. Et puis là, j'ai changé de vie. D'abord, je suis allé aux États-Unis. Pour décrocher, je suis aux États-Unis parce que c'est un paroxysme, parce que oui, mais c'est pas le meilleur endroit pour décrocher. Ouais, mais je savais qu'il y en avait, mais je savais pas où il y en avait. Et là, j'avais un pote qui m'a recueilli. Je me suis refait une santé. J'ai fait du jogging. Je me suis remusclé la volonté. Et tout ça c'était un travail de reconstruction. Mais j'ai pas voulu prendre de méthadone et de Subutex parce que je voulais pas traiter ça comme une maladie. Je voulais traiter ça comme une connerie. Et t'avais pas des crises de manque? Si, je prenais du néocodion. À l'époque, c'était en vente libre. Donc, c'est un antitussif opiacé. C'est-à-dire que on prenait du néocodion, ça calmait un peu le manque, quoi. Mais j'ai voulu souffrir parce que je me suis dit, c'est pas une maladie, c'est une connerie que t'as fait. Et c'est pas un peu christique, la rédemption, oui, il y a un côté comme ça. Il faut payer pour ses fautes. Et donc, ça a été épouvantable. Puis quand je suis revenu à Paris, en revenant des États-Unis, de Californie, là, c'était l'époque du palace et tout. Alors, j'ai complètement changé de trip parce que moi, j'ai une capacité à tourner les pages qui est infernale. Donc, parce que j'étais élevé comme ça, vu qu'on déménageait tous les 3 ans.
tourner une page, ça me dérangeait pas. Donc j'ai plus vu du tout les junkies, ça. Et je me suis branché avec plutôt La jet set. la Jet Set Society plutôt que la Junkie Society, oui. T'as bouffé la chatte du chat. La chatte de la femme du chat, oui. Hein, Soraya. T'as bouffé la chatte de la femme du chat. Ouais. C'est Soraya. vrai ou c'est une légende? Non, c'est pas du tout une légende, non. Elle était très sympa, elle habitait avenue Montaigne, alors j'allais chez elle, on prenait l'ascenseur qui arrivait directement dans le parking, elle conduisait elle-même sa Rolls, et on allait dîner chez Maxim's. Je fais gigolo, je voulais voir ce que c'était d'être gigolo. Mais c'est toi qui lui as proposé ou comment ça s'est goupillé? On se croisait dans des soirées, et puis il y a eu un crush, quoi. Elle était très jolie. Elle était jolie, elle avait quel âge? Je sais pas quel âge elle avait, mais enfin, elle était très jolie. Le chat l'avait répudiée uniquement parce qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, mais c'est pas pour son physique qu'elle avait été répudiée. Et tu la baisais dans la litière, d'où la petite anecdote. En 88, tu épouses Béatrice Loustalon. Ouais. Tu lui fais 3 enfants. Ouais. Gaston, ni oui, ni non. Ouais. J'ai tous appelé avec un on à la fin, Gaston, Ninon, Manon. Parce que avec Ardisson, ça rimait. Et ça me semble bien. Si t'avais eu 5 gosses, t'avais des J'en avais deux, j'avais Simon, j'avais Léon, c'était prêt, hein. En 86, Marie-France Brière te propose d'adapter Descente de police, que tu faisais dans la presse, pour TF1. Et là, tu te fais virer très très vite. C'est-à-dire que Descente de police, c'était la première de mes interviews formatées. C'est-à-dire, c'est transformer l'interview en interrogatoire. Bon. Donc, je le faisais dans Rock et Folk, mais quand on le faisait dans Rock et Folk, on interviewait les gens gentiment, et puis après, on le réécrivait du genre, tu vas parler, connard. Mais au départ, l'interview était gentille. Donc, quand Marie-France me demande de le faire à la télé, je lui dis, mais tu sais, je vais pas pouvoir leur parler comme c'est écrit dans le journal. Ah, tu te démerdes. Et donc, ça a été assez violent. C'est-à-dire qu'on était... Karen Cheryl s'en souvient. Karen Cheryl, elle a voulu attraper un tesson de bouteille que j'avais à la main. Tu vas parler. Elle veut attraper le tesson de bouteille. Elle s'ouvre la main. Jeanne Masse aussi. Jeanne Masse, est-ce que t'es clitoridienne ou vaginale? Est-ce que t'es clitoridienne ou vaginale? Et mon pote Jean-Luc qui dit ou anal. Donc voilà. Et puis il y avait aussi Yves Simon. On lui trempait la tête dans la baignoire comme ça et on lui a fait une côte, quoi. Et là, un jour, il y a la haute autorité à l'époque, l'ARCOM de l'époque, qui convoque Hervé Bourges, le patron. Il dit, vous avez vu ce qui est passé sur votre antenne samedi soir? Alors, il dit non. Et ils lui lisent le texte, ils descendent de police. Il rentre au bureau, il appelle Marie-France Brière, il dit, non, mais, où on est? Donc, ils ont arrêté l'émission, effectivement. Mais après, j'ai fait une émission beaucoup plus gentille le dimanche après-midi qui s'appelait Scoop à la Une, où j'ai appris mon boulot d'intervieweur. Et c'est dans cette émission, Scoop à la Une, où j'ai dit un jour à Gainsbourg, avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur que le petit Lulu soit un peu mongolo. Et là, les gens ont dit, putain, comme animateur, il est nul, mais le mec, il envoie le bois, quoi. Et là, c'était le début de mon succès, parce que je connaissais rien au boulot d'animateur, j'avais le trac, j'étais malheureux. Mais t'écrivais. Hein? Mais tu écrivais, tu te documentais. D'abord, je travaillais beaucoup, puis ensuite, j'avais pas peur de dire à Nicolas Sirkis, ça te fait pas chier de chanter faux, quoi. Donc ça, les gens disaient, putain, c'est, à l'époque de Drucker, de Sabatier, tout ça, ça faisait du changement, quoi. T'as fait Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Ouais. J'ai fait Bain de minuit d'abord, j'ai fait Bain de minuit. Parce qu'en fait, ce qui se passe... Bain de minuit, c'était au bain-douche. Lunettes Noires, c'était au Palace. Ouais, c'est d'accord. En fait, quand je faisais mon émission Scoop à la Une, je la faisais au POPB, à Bercy. Et chaque fois que j'avais fini l'émission, j'allais me picoler au bain-douche. Et un jour, j'ai eu une révélation, c'est le principe de plaisir, c'est quelque chose de très important dans la vie, ça. C'est, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? J'ai dit, c'est d'aller au bain-douche. Donc j'ai dit, fais l'émission au bain-douche. Donc j'ai fait Bain de minuit, qui est l'émission la plus branchée de tous les temps. Et après, j'ai fait Lunettes Noires, qui était déjà une version plus populaire que de Bain de minuit. Comme tout le monde en parle, ce sera une version plus populaire de Lunettes Blanches, de Lunettes Noires. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai fait Lunettes Noires, puis après, je sais pas, double jeu. C'est là qu'on s'est connus. En 1991, je t'appelle, moi, je fais une émission de radio sur Fun Radio qui s'appelle Basie fait nourrir. Je reçois des comiques et par extension des animateurs télé. Je t'appelle pour t'inviter. Tu me dis, j'ai pas le temps. Et tu me dis, connard. J'ai dit, non, mais rajoute, connard. Et tu me dis quoi? J'ai dit, j'ai pas le temps, connard, ça a plus d'impact. Tu te marres et tu viens à l'émission. Oui, je me suis marré, puis à l'émission, tu m'as fait un coup bien pourri. C'est-à-dire que ma femme avait passé une échographie. Et donc, tu me la passes. Béatrice, tu me la passes, et elle dit, bon, Mathis, je te le dis, c'est des jumeaux. Et putain, chez moi, déjà, des enfants, je voulais pas. J'en avais déjà 2, là, ça faisait 4. Donc, d'un seul coup, ça me dépassait un peu tout ça. J'étais vraiment de mauvaise humeur. Bon, après, tu m'as dit que c'était du vieux. Et là où tu m'as vraiment séduit, c'est quand je t'ai demandé d'écrire des petits sketchs pour le début de l'émission. T'es venu chez moi, rue du Faubourg Saint-Honoré, et tu m'as dit, je vais te montrer un magnéto,
Et tu m'as montré sur les Champs-Élysées, quand tu disais aux gens qu'il y avait des blousons en Sky, ça vous dérange pas, la maman Sky, la douleur de la maman Sky, qui voit ses enfants mourir sur la banquise, quoi. Et les gens disaient, ah merde, mais c'est vrai. Bah oui, pensez-y un peu quand même. Et je me suis dit, le mec est génial. Et voilà. C'était emballé. Double jeu, ça dure 2 ans. Ouais. On se fait virer après. Ouais, on s'est fait virer. Ouais. Mais Bourges, il a été cool de te Oui. T'as déjà pris, Mais Bourges, ils m'aimaient bien. Ils ont arrêté double jeu parce qu'ils avaient encore une fois, ça devait être la haute autorité ou un truc comme ça. Mais Bourges, lui, il avait qu'une envie, c'est que je continue. Donc après. Ils nous convoquaient le matin. Ah, le jour. Pour nous roter à la gueule. Ah ouais, le jour où il nous a convoqués, il nous convoque et on arrive tous les deux dans le bureau, je sais plus ce qu'on avait fait. Si. Il y avait un petit sketch au début où il m'engueulait, Bourges. Thierry, je n'aime pas, vous le savez, quand vous parlez de cabanistes. Alors moi, je lui dis, écoute Hervé, fais pas chier, si tu vas par là, ça fait 15 jours que tu m'as pas touché. Tout ça écrit par Laurent Baffy, évidemment. Et donc le lendemain, on était convoqués dans son bureau et on s'assoit en face de lui et il fait un petit rototo et Baffy lui dit, vous avez fait un petit rototo au président et là, il s'est marré. Ouais, ça a détendu un peu. Comme quoi, le rire, l'humour un peu. Comme quoi, les présidents ont des renvois et on est bien placé pour le savoir. Oui, c'est vrai. Ensuite, petite traversée du désert, mais tu t'accroches, tu fais rive droite, rive gauche, qui te donne une respectabilité quand même. Bah, les gens ont découvert que, évidemment, comme j'avais écrit déjà pas mal de bouquins, que je connaissais le milieu littéraire, les gens se sont dit, ah mais attends, quand il interviewe les écrivains, il a l'air de les connaître, il a l'air de connaître ce qu'ils ont écrit. C'est quoi il parle et il a lu le livre. Oui, donc c'est vrai que le Dr Trigauche m'a fait beaucoup de bien. Et avant ça, j'avais fait une émission, moi je trouve peut-être ma meilleure émission, c'est Paris Dernière. Avec le même principe, faire ce que tu aimes. Voilà, je me traînais la nuit dans Paris avec une caméra subjective. Et t'allais dans les boîtes de cul. Non, j'allais d'abord, on commençait à 9h, soft, dans des bars de palace avec des académiciens. Et puis après, ça dégénérait. La dérive nocturne s'amplifiait. Et ça se terminait dans des boîtes de tous. Et j'ai fait des interviews de mecs en train de baiser, en répondant à mes questions, en train de baiser une gonzesse. On se dit, oui, vous comprenez, nous, les libertins. Est-ce que tu te souviens que quand tu avais arrêté d'animer, tu m'avais proposé l'animation de cette émission, tu t'en souviens? Ouais. J'avais refusé parce que je me voyais pas dire à ma femme, je vais aller faire une émission où j'allais me balader dans les boîtes de cul. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même. Moi, j'ai jamais profité de l'émission pour pratiquer. Ça. J'y suis retourné après. Ça. Pour pratiquer. Mais à l'époque où je faisais l'émission, je restais pas, une fois que l'équipe était partie, je restais pas tout seul dans la boîte pour me taper des gonzesses. Je parle de ça dans mon spectacle, dans mon one man, des chandelles. Ouais. Parce que pendant 20 ans, tu m'as dit, il faut que tu viennes, il faut que tu découvres, faut que tu connaisses, tu te rappelles. Ouais, puis le jour où t'es venu, t'avais mis des baskets. Tu m'avais appelé 3 fois dans la semaine pour me dire, Lolo, ne mets pas de baskets surtout. Ouais, t'es venu avec des baskets, ce qui fait que t'es jamais descendu. En revanche, Bigard est descendu, lui. Et alors? C'est moins bien que toi. Qu'est-ce que tu préféré que ça fût toi? 98, tu reviens sur France 2 pour faire Tout le monde en parle. Ouais. Là, t'essayes tous les comiques de Paris pour faire des vannes. Moi, oui, enfin non. Ce qui s'est passé, c'est déjà, j'ai très mal commencé parce que j'ai fait une émission sociétale le samedi soir, alors que je me foutais de la gueule de Chaval en disant son émission du fer dans les épinards, c'est une émission sociétale le samedi soir. Qu'est-ce que je fais? Je fais exactement la même chose. Vous allez être con. À Noël, j'ai changé de producteur. C'est le seul animateur qui a changé de producteur entre Noël et le jour de l'an. J'ai viré le mec qui s'occupait de moi. J'ai rappelé Catherine Barmac, qui n'était pas dans l'aventure double jeu. Et alors, elle s'est fait un peu prier, mais elle est finalement revenue. Et là, on avait Ruquier au départ, comme sniper. Et puis, Ruquier, après, je lui ai fait faire On a tout essayé, qu'il a fait pendant 10 ans. Les news avant? Les news, oui, les news, c'était une semaine. Les news, c'était une semaine. Et On a tout essayé pendant 10 ans. Il a eu raison de me faire confiance 2 fois. Et après, on était mal et c'est là que tu es revenu, quoi. C'est en me disant, moi, je veux plus être comme dans double jeu derrière la caméra. Je vais être assis à table à côté de toi. Et nous, je t'ai évidemment dit oui. On a vécu une époque, là, on fait vraiment dinosaure, mais quand les gens nous parlent dans la rue, ils nous disent, on a vécu une époque où les gens ne sortaient pas. Oui. Pour regarder l'émission, ils différaient leur sortie en boîte. Alors maintenant, la télé, tu enregistres, tu podcastes. Mais oui, mais c'était une époque. Moi, je me souviens que les gens, j'étais au Matisse, j'étais dans les restaurants le samedi soir. Les gens partaient à 11h moins le quart. Où tu vas? Je vais voir ton émission.
Ah, mais c'était plus que, c'était un phénomène de société. C'est un sentiment très particulier. C'est-à-dire là, on était à la mode. Moi, j'ai pas été à la mode souvent. On parlait de nous à la machine à café Voilà, j'ai lundi eu du matin. succès, j'ai fait des trucs, des livres, des films, des machins et tout. Mais là, on était à la mode. C'est-à-dire qu'on était au sommet de la vague, quoi. C'est quoi ton plus beau souvenir, ton plus bel invité? T'as eu du gratin, hein, avant de te taper Amir et Amel Bent vers la fin de carrière. Bah, c'est pas la fin de carrière, c'est pas du tout. Non, je te parle sur C8. Oui, mais là, c'est pour ça aussi que que j'ai accepté finalement, je me suis battu pour être indemnisé. Mais à l'époque, je me suis pas battu pour rester, parce que les gens que j'ai interviewés, effectivement, que ce soit Amel Bent, Amir. Non, mais revenons, on en parlera plus tard, on va dérouler ta carrière. Tu sais, je fais comme toi, quand les gens faisaient pas dans l'ordre, ça t'énervait. Ah oui, tu vois. Quand c'était pas conforme à tes fiches, tu disais, on en parlera plus tard. Tu disais, c'est comme un tango, laissez-vous porter. Oui, il y avait même un mec un jour qui commence une promo, puis je lui dis, vous savez, là, franchement, vous vous rendez pas service. On va tout reprendre à zéro. Il y a quand même 10 minutes d'interview. On va tout reprendre à zéro. Vous allez me raconter l'histoire. Alors, les invités... Alors, oui, non, les invités, j'ai eu, honnêtement, quand je regarde la liste des invités que j'ai eu, c'est incroyable. Je me demande si c'était moi. C'est-à-dire qu'à l'époque... Gorbatchev. Gorbatchev, mais il y avait aussi Angelina Jolie, Brad Pitt, il y a eu tout le monde. Il y a eu Robbie Williams, Stevie Wonder, Robert De Niro... Laurent Baffy, Laurent Baffy, oui. Non, il y a eu Jane Fonda, ta copine. Ah oui, qui m'a dragué. Qui voulait t'emmener en Amérique dans son avion. Oui. Incroyable. Ouais. Non, il y a eu vraiment, c'est une période, en télé, moi, je pense que c'est mon climax. Oui, je suis d'accord. Après, effectivement, je me fais virer en 2006, je vais sur Canal où j'ai fait Salut les Terriens. Mais d'abord, j'avais plus Catherine. Et puis ensuite, parce que belle-mère voulait pas de Catherine, ni de toi d'ailleurs. Patron de Canal+. Il te voulait pas. Et ni Catherine. Donc Mais pourquoi il me voulait pas? Il voulait pas parce que tu l'avais engueulé devant tout le monde sur le plateau du Grand Journal. Oui, non, mais ça se fait pas. Sur le plateau du Grand Journal. Ça se fait pas. Il était con comme une pine, il connaissait rien aux artistes et je l'appelais pour un problème, il me prenait pas au téléphone. Fallait pas que je le croie, je l'ai croisé. Tant pis pour lui. On a été privé de toi jusqu'à ce qu'il soit viré, lui. Viré, il fait quoi aujourd'hui? Il dirige TF1. Ah bon? Je suis même pas au courant. J'aime pas les dirigeants de télé, moi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bon dirigeant de télé? Marcel Julien, Hervé Bourg, 2 ou 3. Revenons à tout le monde en parle. Le moment le plus incroyable à mes yeux, c'était Karen Mulder. Ouais. C'est-à-dire que Karen Mulder, j'ai commencé à l'interviewer. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, elle était pas dans son état normal, quoi. Alors elle racontait qu'elle s'était fait violer par les enfoirés à l'arrière d'un bus, que le prince de Monaco l'avait harcelé ou violé, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu veux, on va pas diffuser ça à la télé. Donc on a essayé j'ai essayé de la ramener et tout, mais elle était perchée, il y avait rien à faire. Mila Jovovich, par exemple, c'est complètement différent parce que Mila Jovovich, elle, chaque fois qu'elle venait en France, les journalistes sont tous un peu paresseux quand même, lui parlaient du 5e élément. Et toi, tous les soirs, son père qui avait 50 tôles. Ah oui, parce que j'avais travaillé. Mais c'est pas méchant. J'ai dit, c'est là que la fille, c'est une fille, en fait, c'est un bébé star. Elle a 12 ans, elle gagnait $1 million. Elle était vraiment une mannequin exceptionnelle. Et donc, à un moment, je lui raconte sa vie, tout ça. Et à un moment, je dis, c'est là que votre père va en prison. Et là, comme si c'est de ma faute que son père soit allé en prison, elle me regarde, elle jette le verre d'eau, elle s'en va. Bon. Là, il y avait une raison, on a compris. Karen Mulder, on n'a pas pu diffuser l'interview parce que... J'entendais Barma qui hurlait dans ton oreillette, j'entendais l'oreillette grésiller. C'était insensé. Que le public disait pas un mot, et elle lançait des noms de plus en plus célèbres en disant il m'a violé, mais c'était incroyable. Oui, mais on pouvait pas le garder parce que non. J'ai appelé Michel Cotta qui était notre patronne à l'époque et je lui ai dit écoute Michel, voilà, je te le dis quoi, on va pas. Il y a des choses que t'as regrettées à l'époque de Double Jeu, mais rien du tout. Mais contrairement à toi. Ouais. Moi, je regrette rien parce non, mais quand t'as viré Marie-Gilin comme une merde. Tu lui as envoyé des fleurs le lendemain matin. Bah, t'as regretté alors? Non, j'ai regretté, oui, le temps de la nuit, mais elle vient chez moi. Il y avait écrit dans tous les journaux qu'elle couchait avec son batteur, avec un batteur. Et j'ai dit qu'elle couchait avec le batteur. J'ai pas révélé. Et puis alors, elle a commencé à s'énerver. Je dis, écoute, si c'est comme ça, tu rentres chez toi. Oui, non, j'étais un peu sec. Ouais, tu as dit, si ça ne plaît pas, casse-toi. Casse-toi. Bon, le lendemain, j'ai envoyé des fleurs. Sinon, je regrette rien parce que quand les filles disent, à l'époque, Ardisson nous sexualisait par ses interviews. Mais je faisais les mêmes à Michel Rocard.
qui était Premier ministre. Donc, c'était les interviews Alerte Rose, c'est pas destiné qu'aux femmes. Ça, on te l'a beaucoup reproché. Bah oui, mais ça- Est-ce que Sucé s'est trompé à Rocard? Mais Alors qu'avant, tu avais fait une interview d'une demi-heure où tu rentrais dans oui, le bah détail. merci de le dire. C'est-à-dire que j'ai fait une interview dont lui-même a dit c'est une des meilleures interviews politiques que j'ai eues à la télé. Puis je vais parler de sa carrière, tout ça. Puis après, on fait une interview qui dure 3 minutes, qui est une interview formatée, donc avec des questions récurrentes. Et je lui dis, est-ce que Sucé s'est trompé? Mais tu sais, sur le moment, personne n'a réagi. Ouais. Ni au tournage. C'est après. C'est Schneiderman, un jour, dans Le Monde, qui dit quel scandale. Mais 15 jours après. Quel scandale et tout. Voilà, c'est devenu un truc. Enfin, moi, ça me dérange pas. C'est un peu comme Chancel avec les dieux dans tout ça, quoi. Tu vois, cette espèce de phrase comme ça. En 2004, tu changes totalement de registre. Et là, tu animes en direct une émission médicale sur les règles douloureuses. Bon. Oui, c'est ça. Avec Michel Drucker. Non, je pourrais le faire. Non, mais c'est vrai, t'as animé Les Anglais ont débarqué. Ah oui. Oui, j'ai fait le débarquement. Ah, pardon, je croyais que c'était... Le débarquement des Anglais, exactement. Et puis j'ai fait aussi avec Michel, on a fait les Français préférés des Français. Alors là, t'as animé debout ce que tu savais pas faire, Ouais. en direct ce que tu détestais, Ouais. et avec Drucker, c'était génial. Bah, c'est-à-dire que le matin des Français préférés des Français, c'était au Sénat. On tournait dans la salle du Sénat. Et à 3 heures du matin, je me réveille, en nage. Je me dis, mais t'es quand même là, on des cons. Tu vas aller faire une mission en direct, en prime time, sur Antenne 2, mais t'es pas capable de le faire. Mais pourquoi t'as dit oui? Enfin, vraiment. J'étais en nage. Je me rendors 2 heures, j'arrive sur le plateau, et je vois Drucker, plié en deux. Et qu'est-ce qu'il y a, Michel? Ah là, le dos. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est le trac. Oh putain, je me suis dit, si Drucker a le trac, c'est ça va. Et donc, le soir, on n'avait plus le trac ni l'un ni l'autre, quoi. En 2006, tu te fais virer par Patrick de Carolis, qui te reproche d'avoir un contrat pas conforme, parce qu'il est Paris Première. Il me reproche une connerie, parce qu'il dit, les gens de France 2 n'ont pas le droit d'aller travailler sur Paris Première, où je faisais le dîner 93 Faubourg. Et moi, j'ai répondu, mais je suis pas un mec de France 2 qui était allé sur Paris Première, je suis un mec de Paris Première qui est venu sur France 2. Il le savait au départ. Mais il savait tout, mais bon. Il avait envie de me virer, donc il m'a viré. C'est dommage parce que l'émission était vraiment à son climax à l'époque. Je suis pas sûr que si on avait fait 50 plus, ça aurait été bien parce qu'à un moment, il va falloir s'arrêter. Et puis, je suis allé sur Canal, mais là, j'étais en Access, ce qui était déjà moins rigolo. Tu te rappelles de Carolis quand j'étais à Europe 1? Oui, j'étais à son bureau toutes les semaines. Tu appelais Carolis, tu disais, il est là, l'autre con. Non, il est là, le grand con. Il est là, le grand con. Et la secrétaire disait, non, il n'est pas rentré ce déjeuner. Elle savait très bien qui c'était. C'était très drôle. Donc, tu vas à Canal. Oui. Après, c'est là où je vais à Canal, à l'époque de Belle-Mère. Qui ne veut ni de Barma, ni de moi. Voilà. Donc, je travaille avec une autre boîte de prod, mais effectivement, c'était pas Barma. Et au niveau sniper, c'était pas Baffy. Et tu es revenu quand Belle-Mère a été virée et quand Bolloré a repris le contrôle. Sauf que Bolloré, pour des raisons qui m'échappent, il m'a mis sur C8. Et c'est vrai que sur Canal, j'avais, moi, des annonceurs, Dior, Chanel, Mercedes, etc. Et il me met sur C8. Sauf que les annonceurs, ils n'ont pas voulu aller sur la chaîne des nouilles dans le slip, où la star était le mec qui soufflait dans le cul des chiens. Tu vois. Donc, les rentrées publicitaires ont baissé. Et il me l'a reproché. Je dis, mais si t'avais qu'à me laisser sur Canal, c'est toi qui m'as mis sur C8, moi j'ai rien à foutre dans cette chaîne. Les nouilles dans le slip. Tu fais référence à Hanouna, c'est marrant parce que depuis que je te connais, t'as toujours besoin d'avoir une tête de Turc. Bah, ça dépend. T'as eu Fogiel pendant des années. Oui, après, t'as eu Alexandra Sublet. Oui, après, t'as Hanouna que t'as invité à ton mariage, quand même, Hanouna. Oui, mais Hanouna, on était potes, j'aurais pas passé des week-ends avec lui, mais je trouvais qu'il était gentil, il était sympathique à l'époque, c'est quand il a pris le melon qu'il devient. Non, mais tu lui reproches de pas avoir de culture, mais depuis quand les animateurs télé ont de la culture? Il y en a par 2 ou 3. Mais attends, mais lui, c'est pas pareil. Lui, si tu veux, c'est pas ce qu'on demande à un animateur. Si, un animateur doit savoir, parce que surtout que lui, il anime des émissions politiques, et comme je dis l'autre jour, quand tu lui dis Munich, il croit que c'est la capitale de la Bavière. Alors le lendemain, donc quand j'ai dit ça, le lendemain, il fait son mariole sur Europe 1, il dit oh Ardisson, il nous donne des leçons, mais moi j'ai regardé dans Wikipédia, j'ai vraiment regardé, et Munich c'est bien la capitale de la Bavière. Et alors moi, je lui écris un texto, je dis, tu sais Cyril, nous, quand on dit Munich, on pense à Chamberlain, à Daladier, aux accords de Munich, d'où l'esprit munichois, par exemple. Et il me répond, j'ai gardé le texto, il me répond, mais moi, mon influence, c'est plutôt Bataille et Fontaine.
Ah oui. Mais tu penses Et je pas, lui ai répondu, c'est bien ce que je veux dire, voilà. mais tu penses pas que le ressort, c'est ton obsession d'avoir une tête de Turc? Non, mais ça c'est facile, c'est une image facile. Fogiel, qui était très 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 copain avec le patron de France Tu Télévisions. voulais piquer ton créneau. Non, il a pas piqué mon créneau. Ils l'ont mis la veille de moi. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même émission. Moi, ça s'appelait Tout le monde en parle. Lui, ça s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde. C'était le même principe d'émission la veille de moi. Ça aurait été Il te M6. coupait l'herbe sous le pied. Ça aurait été M6 qui aurait fait ça ou TF1, j'aurais rien dit. Mais dans le même groupe, lui, il était sur France 3, moi, j'étais sur France 2. Donc, j'ai gueulé. Et j'ai fini par gagner, puisqu'il a fini par s'arrêter. Il est allé sur France 3, puis après sur M6, puis c'est... Enfin, tu l'as poursuivi, ta vindicte Ah, mais pendant oui. des décennies. Mais moi, Et cette pauvre Alexandra Sublet, qu'est-ce mais qu'elle t'a Alexandra fait? Sublet, je dis mais c'était une ligne en bas d'un papier de Télé 7 jours où je dis, c'est quand même un comble qu'Alexandra Sublet, qui sait pas en quelle année a commencé la guerre de 40, soit sur la chaîne du savoir et de la connaissance. Je veux dire, la 5. Je vois vraiment pas où était le problème. C'est déjà que tout le monde aurait pu se poser la question. Et là, on a dit, oui, il est pas gentil, tout. C'est pas que je suis pas gentil, c'est que j'aurais pas mis Alexandra Sublet, pardon, sur une chaîne comme la 5, qui est la chaîne du savoir, oui. Oui, enfin bon, elle apparaît pas comme franchement inculte non plus. Mais si, elle Ah est bon? inculte, mais c'est pas grave. Si ça vous dérange pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été élevé par François Chalet, Pierre Dumaillet, Pierre Desgroupes, Philippe Bouvard, des gens qui étaient cultivés, des gens, Jacques Martin qui était un puits de culture, et même aujourd'hui un type comme Pascal Praud, il a une culture incroyable. Si un animateur doit être cultivé, il y a aucune. Ou alors tu travailles sur Gulli et tu fais coucou les petits enfants, mais c'est, je veux dire, c'est autre chose. En 2019, ton ami Bolloré te demande de diviser par 2 le prix de tes émissions. Ce qui est une connerie, parce que je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, si je pouvais on avait 10 millions par an pour faire 2 émissions par semaine. Ce qui n'était pas non plus extraordinaire. Et, je lui ai dit, si je pouvais baisser mon prix de 5 millions. Ça veut dire que je t'ai niqué pendant... Ouais, c'est-à-dire que je te piquais 5 millions depuis des années. Ben, malheureusement, c'est pas vrai. J'aurais bien aimé, mais c'est pas vrai. Donc, voilà, et je suis parti. Je suis parti en lui disant que ça servait à rien d'être milliardaire si on pouvait pas se payer Thierry Ardisson, quoi. C'était vraiment la preuve que le mec, il a 20 milliards d'euros à la banque et il peut pas se payer Thierry Ardisson. Je crois surtout que le vrai problème, c'est que, compte tenu, lui, il savait le tournant idéologique qu'il allait faire prendre à son groupe. Et je pense on se connaît depuis 1981. Je pense qu'il a compris que je n'accepterai jamais de rouler pour Marine Le Pen. C'est comme le fait un Pro ou comme le fait Hanouna. Moi, je peux pas rouler pour Marine Le Pen parce que je suis pas d'extrême droite. Mais politique... Disons, eux, je pense pas qu'ils soient d'extrême droite, mais ils sont tellement payés qu'ils sont d'extrême droite. Et politiquement, tu te situes où, toi? Parce on te voit plutôt à droite. Centre droit, oui, moi je suis pas. Moi je suis, tu sais, quand Mitterrand est arrivé avec 4 ministres communistes au gouvernement, dont le ministre des Transports, je suis allé voir Giscard pour voir comment on pouvait l'aider. Moi mon père m'a toujours dit, le jour où tu verras quelqu'un qui saute le mur de Berlin d'ouest en est, tu pourrais être communiste. Tant que les gens sautent d'est en ouest, ne sois pas communiste. Moi, ça m'a suffi. Et c'est vrai que j'ai toujours mis un signe d'égalité entre le nazisme et le communisme. Et j'ai d'ailleurs posé la question à Gorbatchev, qui me dit c'est pas la même chose. Je sais pas, j'ai dit, vous savez, qu'on meurt au goulag ou qu'on meurt à Auschwitz, c'est quand même un peu la même chose. Hein. Voilà, mais il y a une anecdote qui m'a beaucoup fait réfléchir à l'époque. Je rentre dans une organisation qui défendait les refusniks. Les refusniks, c'est les dissidents russes. Et il y avait Raymond Aron, Simone Veil, Semproun, Solaire, c'était vraiment un truc. La liste habituelle, il manque quelques montants alors, et s'ignorait. Eux, ils luttaient pour parce qu'à cette époque, il y avait encore le goulag, il y avait encore l'URSS, évidemment. Et donc, le mec me dit, Thierry, toi qui es bon comme, t'as des idées, trouve-nous une idée. Et je trouve comme idée, d'adapter la chanson de Claude François. Donc, si j'avais un marteau, si j'avais une faucille, je construirais un camp et j'y mettrais ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, ça serait le bonheur. Donc, le mec dit, oh, Thierry, bravo, extraordinaire. Et là-dessus, je me suis mis en quête de trouver quelqu'un pour chanter la chanson. Personne n'a voulu. C'est-à-dire que, c'est dire, la puissance du communisme en France, de l'idéologie communiste en France. Aucun artiste n'a voulu chanter la chanson. Et finalement, j'ai trouvé Daniel Darc, dont la famille avait beaucoup souffert du tsar, de Hitler, donc qui comprenait ça. Et il a chanté la chanson, mais il m'a dit, ne dis pas que c'est moi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand le nazisme s'est écroulé, il y a eu un Nuremberg,
Mais il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a jamais jugé, on a jugé les nazis, on n'a pas jugé les staliniens, quoi. C'est quand même fou. Donc aujourd'hui, il y a encore en France un parti qui peut se permettre de s'appeler Parti communiste, alors que, je sais pas, je pense que Staline a dû tuer 300 millions de gens à peu près, quoi. Mais il y a eu des déçus du communisme, que je pense à Signoret et Montand, qu'on signait toutes les pétitions qui étaient de toutes les manifs, et puis un jour qui ont quand même Oui, mais fini par avouer que c'était totalitaire. quand ils y sont allés, Oui. quand ils sont allés en URSS, ils sont revenus en disant on n'y croit plus. Oui, bah effectivement. Mais ici, c'était, voilà, c'était l'URSS, c'était pas. Alors que l'Allemagne nazie a toujours été représentée, et avec juste raison d'ailleurs, comme un truc absolument épouvantable. L'URSS, finalement, il y a encore des gens qui vous disent oui, le communisme a été mal exploité, parce qu'en fait, au départ, c'est quand même quelque chose de très bien. On pourrait dire la même chose du nazisme. Et d'ailleurs, souviens-toi, quand je posais aux gens la question, est-ce que tu préfères Staline ou Hitler? Les gens disaient, je préfère Staline. Je dis, oui, t'as raison, il a tué plus de gens. Ouais, je me rappelle très bien, ouais. Les gens, au lieu de te dire c'est la même chose, ils répondaient Staline. En quittant Bolloré et C8, tu pars, enfin, après des mois de procédure, avec près de 3 millions d'euros. Oui. Et dans ta grande générosité, tu m'en as donné la moitié. Ben, c'est normal, Laurent. On partageait l'antenne autant qu'on partage les Et indemnités. on peut le dire aujourd'hui, on a tout claqué. Oui, avec des putes et de la coke, quoi. Avec des putes et de la coke. Non, mais l'histoire des 3 millions d'euros, parce qu'il a commencé par d'abord, au départ, j'ai pris 800 000 euros en première instance, et tout le monde me dit, putain, 800 000 euros, c'est super, hein, garde-les. Je dis, mais qu'est-ce que je vais les garder? Ça fait 13 ans que je travaille dans ce groupe, j'ai fait des trucs formidables, et il croit qu'il va me gaver avec 800 000 euros, ce connard. Et donc, j'ai continué. Ça a été en appel, en cassation, en appel après la cassation. Ça a été, il m'a fait chier. Il m'a proposé de négocier, il me filait 3 sous espagnols, j'ai même pas mourir. Et après, donc, j'ai fini par gagner, ce qui n'est que justice, hein, je veux dire. Puis ça représente quoi pour lui? Rien du tout, il a 21 milliards d'euros à la banque. En 2019, tu commences Hôtel du Temps. L'idée est très très belle. Tu profites des progrès technologiques pour interviewer les morts. Oui, c'est-à-dire que, en fait, quand j'étais viré par Bolloré, je suis allé voir Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. J'ai dit, écoutez, je viens pas pour prendre la place de Ruquier le samedi soir. Je l'ai fait avec succès pendant des années, j'ai pas recommencé. Et puis les stars m'intéressent plus. Je dis, les stars qui m'intéressent, malheureusement, elles sont souvent mortes. Et donc voilà, comme j'avais interviewé tout le monde, ben, je me suis adressé à l'autre monde pour ressusciter les gens. Je voulais pas prendre des comédiens grimés ou des sosies. J'ai utilisé l'intelligence artificielle et ça a été que des problèmes. Mais le résultat était bien. Le résultat est très bien, j'en suis très fier. J'étais nominé aux Emmy Awards. Mais si tu veux, déjà, j'arrive au CNC, je leur dis, je voudrais vous m'aidiez. Mais on peut pas vous aider. Pourquoi? Parce qu'on sait pas si c'est de la fiction ou du documentaire. Je dis, écoutez, c'est pas grave, choisissez. Ah non, ça rentre dans aucune catégorie. Je dis, non, mais attendez. Mais oui, c'est Macron qui t'a décoincé le problème. Après. Mais vous comprenez vous comprenez quand même que c'est nouveau. Ben justement, voilà. C'est le problème. C'est que c'est nouveau. Non, mais quand t'entends ça, quoi. Et là, le patron du CNC, Dominique Boutenat, est arrivé, il leur a dit, je suis allé le voir, je connaissais pas du tout. Je dis, franchement, chez toi, ils sont cons, quoi, là. Donc, il a débarqué, il leur a dit, écoutez, donnez du blé à Ardisson. Et après, alors, l'Arcom qui dit, il visionne Dalida, il dit, c'est du divertissement. Alors, c'était ni de la fiction, ni du documentaire, c'était du divertissement. Quand tu connais la vie de Dalida, qui a eu 4 suicides dans sa vie et qui est terminée par le sida, tu te dis, dans le genre divertissement, on a fait plus gay, quoi. Et là, oui, j'ai dit à Macron, j'ai dit, mais c'est quand même dingue, ou la Startup Nation, la French Tech, moi, je fais de c'est la seule émission au monde avec de l'intelligence artificielle depuis 3 ans, et je cours après 200 000 balles, et si l'Arcom me laisse en divertissement, j'aurai jamais le blé du CNC, c'est comme ça. Donc il a eu pitié de moi, oui. Mais comment ça se passe? Tu vas démarcher Macron? Non, je le croise dans une conférence sur la high-tech, où il parle de milliards par-ci, de milliards par-là, et moi je lui dis, j'attends qu'il descende de son estrade, il me dit ça va, je dis non, tout le monde lui dit toujours oui. Je dis non, ça va pas du tout, même moi avec un air, ça va pas du tout. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je raconte l'histoire, je dis écoutez franchement, où on est quoi, la Startup Nation, la French Tech, et là il m'a arrangé le coup, heureusement, bah de toute façon je vais te dire. Puis t'as glissé un petit mot pour ta Légion d'honneur en même temps? Non, on n'a pas parlé, c'était pas l'époque où on parlait de la Légion d'honneur. Non, je déconne. Bon, on a bien résumé ta vie, ta carrière. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que t'as bien travaillé, oui. C'est bien. Maintenant, on va déconner un peu. C'est moins sûr, là. On va faire un tu préfères. D'accord. Tu préfères revenir sur C8 pour refaire Salut les Terriens ou revenir sur France 2 pour refaire Tout le monde en parle?
revenir sur France 2, pour tout le monde en parle. Bien que, ça, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens qu'on aimait interviewer, c'est-à-dire d'Ormesson, c'est-à-dire ces gens-là qui nous plaisaient, Gainsbourg, ces gens-là sont morts. Il y a toujours Gérard Darmon. Il y a toujours Gérard Darmon, moi en ce moment. Et puis tu as donc ça déjà il y a plus les stars qui m'intéressent. Après les Américains viennent plus, ils font des press junkets pendant voilà. Et puis après tu peux plus rien dire parce qu'il y a les réseaux sociaux. Moi quand j'étais sur C8, je me souviens un jour tu peux plus rien dire. Il y avait Franck Dubosc. Et l'attaché de presse me dit, bon Thierry, on est bien d'accord, pas un mot à Franck sur son problème avec les gilets jaunes. Et l'autre arrive, j'ai dit, salut Franck, c'est quoi cette histoire avec les gilets jaunes? Mais ça, fallait pas te dire ça quand on t'a dit, faut pas parler des racines turques de Balladur, c'est la première question que tu lui balances. Bah oui, c'est un sale gosse, comme toi. Et donc, si tu veux, oui, donc j'ai dit, c'est pas grave, elle m'a dit, vous n'aurez plus jamais Franck Dubosc. Oh! Catastrophe. Ah, catastrophe. J'ai dit, j'arrête le métier. Tu préfères partir en vacances avec Hanouna ou Bolloré? Avec Bolloré. Oui, parce que quand même un autre niveau. Tu préfères faire un plan à 3 avec Audrey, mais avec un homme ou avec une femme? Non, les deux sont envisageables. J'ai pas de... Pas quand tu fais des plans à 3 après. Tu préfères Vas-y, finis ta phrase quand tu fais des plans à 3. Que les gens qui font des plans à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 6, que ce soit des garçons, des filles, ça change rien. Bah si, ça change. Communisme sexuel. Ça change parce que, par exemple, moi qui suis un homme, si je fais un plan à 3, si c'est une autre femme, je peux me projeter. Je peux envisager, alors que si c'est un autre mec, je vais pas avoir envie qu'il me touche. Donc t'as bien changé. Pas du tout, j'ai toujours regardé ce film. Quand t'étais jeune, t'étais un peu pédé, Laurent. Pas du tout, j'ai fréquenté beaucoup de pédés, mais j'ai jamais été pédé. Ah ouais. Mais j'en ai fréquenté, et c'est eux qui m'ont sorti, je les remercie, c'est eux qui m'ont instruit. Bah, tu vois. Tu préfères être nommé ministre de la Culture ou PDG de France 2? PDG de France 2, c'est le seul domaine, alors évidemment il n'y a aucune chance parce que j'ai passé la limite d'âge et puis je fais pas partie de la gauche caviar, mais c'est le seul domaine où j'ai envie de m'engager politiquement, c'est d'expliquer aux gens que le service public c'est utile, que ça coûte 4 milliards d'euros par an à la communauté et que la mission du service public c'est de transmettre le savoir et la connaissance et pas de battre TF1 en audience. Maintenant, si en faisant du vrai service public tu bats TF1 en audience, tant mieux. Mais la mission du service public c'est pas de battre TF1 en audience. Voilà. T'as toujours eu cette vision un peu noble du service public. Ah mais moi, pour moi, le service public, j'étais élevé par l'ORTF, Laurent. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'avais 16 ans, j'étais un connard en province. Je regardais l'ORTF sur noir et blanc chez mes parents et c'est eux qui m'ont cultivé. Eh oui. Donc aujourd'hui, je pense pas qu'un ardisson d'aujourd'hui, en regardant France Télévisions, se cultive autant que moi à l'époque avec les bonnes adresses du passé. T'as été nourri à ça. Quand t'allais au pute, on t'appelait la chaude piste aux étoiles. Continue. Tu préfères que la France redevienne une monarchie ou que le pape ait le droit de se marier? Que la France devienne une monarchie, oui. Mais c'est quoi ce cheval de bataille dont tout le monde se fout absolument? Bah ouais, parce que d'où ça devient la monarchie? Parce que vous réfléchissez pas. C'est-à-dire que... Tu me l'as expliqué 15 fois. Je vais te l'expliquer pour la dernière fois, mais vraiment simplement et rapidement. Quand tu fais un match OM-PSG, tu prends pas comme arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Tu prends un arbitre qui n'a rien à voir avec OM ou PSG. C'est un arbitre. Ben, le roi, c'est au-dessus des partis. Oui, c'était l'idée de Gaulle. C'est pas une idée. D'ailleurs, il y a 6 ou 7 monarchies en Europe qui marchent beaucoup mieux que la France avec le système pourri. Oui, mais elle prend pas part à la politique du pays. C'est une vitrine, la monarchie. Mais pas du tout. C'est la clé de voûte, le roi. Regarde, par exemple, je te donne un exemple. En 1981, il y a eu un coup d'État franquiste à Madrid. Des nostalgiques de Franco qui étaient morts depuis 6 ans. À ce moment-là, le roi apparaît la nuit à la télévision en grand costume, avec son fils à côté, et il dit non. Maintenant, l'Espagne, c'est la démocratie. Les chars rentrent dans leur caserne, sinon je fais tirer dessus. C'est-à-dire qu'il y a un recours. Et en ce moment, je pense que la monarchie, alors là, pour le coup, il y a plus d'arbitre aujourd'hui. Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est les partis? Est-ce que c'est l'Assemblée? C'est un bordel noir. De Gaulle avait, et attends qu'il fasse la proportionnelle, et là, ce sera la totale. C'est-à-dire que De Gaulle le savait, il voulait restaurer la monarchie, De Gaulle. Mais quand il a rencontré le comte de Paris, il a fini par dire un jour à Michel Debré, qui lui disait alors le comte de Paris, et De Gaulle a répondu, pourquoi pas la reine des Gitans tant que vous y êtes. Mais quand tu vois en Angleterre ce qui s'est passé
avec le fils de la reine qui trompait les Didi avec Camilla, quand tu vois l'autre fils qui partousait avec Epstein, le fric gâché, les scandales, ça te choquait pas ça? T'étais toujours pour la monarchie? Moi, si tu veux, j'ai une approche de la monarchie qui n'est pas une approche people, c'est-à-dire que Frédéric Mitterrand, Stéphane Bern, Guy Descartes, ils ont une approche de la monarchie qui est en passant par les princes, les princesses, les rois, les reines. Moi, je suis pas tellement fasciné par ça. Moi, c'est le principe politique. D'ailleurs, c'est là ce qui fait ma force et ce qui a fait le succès de Louis XX, d'ailleurs, c'est que mon livre consacré à la monarchie, c'est qu'en fait, moi, je pars du point de vue théorique. C'est-à-dire, je dis, voilà, il faut un arbitre. Il faut quelqu'un qui soit là, quoi qu'il se passe, qui incarne la France, et quoi qu'il se passe, il est là. Après, quand la gauche gagne les élections législatives, le Premier ministre est de gauche. Quand la droite les gagne, le Premier ministre est de droite. Évidemment, je suis parfaitement démocrate. Les monarchies européennes sont parfaitement démocratiques. Le problème, c'est que nous, on n'a pas d'incarnation, quelqu'un qui incarne le pays. Si tu veux, quand Macron, en 2017, sort au Louvre, je me dis, ça y est, il a compris le double corps du roi, il va incarner quelque chose, etc. et tout. 15 jours après, il y avait l'affaire Benalla, si tu veux. Donc, tu me parles des scandales de la couronne britannique, je pourrais te parler des scandales de la République française. Non. Tu préfères partouzer avec Jean-Luc Lahaye ou faire du covoiturage avec Pierre Palmade? Oh putain. Elle est dure, celle-là. Faire du covoiturage avec Palmade, quand même. Tu préfères porter à vie ta Légion d'honneur dans le cul ou épingler sur le gland? Ni l'un ni l'autre, je la mets pas, en fait. Au début, je la mettais de temps en temps. Je la mets quand je vais à des remises de Légion d'honneur, parce que les gens me disent, ah, mais toi, tu l'as déjà, toi? Ben, je dis, bah oui. Et t'as invité tous tes amis à la Légion d'honneur? Sauf toi. Enculé. T'as eu peur de moi? J'ai peur que t'ailles voir Brigitte Macron et que tu lui demandes s'il est un mec, oui. Mais j'aurais jamais fait mais ça. Mais si, tu l'aurais fait. Bien sûr que non. Mais tu l'aurais même filmé sur Instagram. Mais non, faux. Mais si, vrai. Faux. Je suis allé à 2-3 remises de Légion d'honneur de mes amis, je n'ai jamais foutu la merde. Jamais. Bah, je t'inviterai la prochaine fois, quand je vais être officier. Commandeur. Oui, commandeur. Tu préfères après ta mort qu'on fasse une cérémonie à l'église de la Madeleine ou aux chandelles? Les deux, mais commençons par l'église, puis après, je veux Pino D'Angio, hein, je l'ai déjà dit à Audrey, je te le dis, Ma croix l'idea. C'est ça que je veux. C'est vachement bien. C'est génial. C'est vachement bien. Pour te connaître un peu mieux, on va faire un j'aime pas, d'accord? Ouais. Je te dis un truc, tu me dis j'aime pas. D'accord. Une odeur que t'aimes. J'aime bien l'odeur du gel corps Angel de Thierry Mugler. Chaque fois qu'Audrey met ça, je trouve ça génial. Une odeur que t'aimes pas. L'odeur que j'aime pas, le poireau. Encore une décoration. Tu préfères alors un pays que t'aimes pas. Pays que t'aimes. Pays que j'aime, il y a l'Inde, le Rajasthan. Tu y étais il y a pas longtemps. Pas longtemps. Il y a l'Italie, les grands lacs italiens, les lacs alpins. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est l'île Maurice, parce que quand tu sors de l'hôtel, c'est un bidonville. Enfin, c'est-à-dire que je suis allé à la Jamaïque l'année dernière, si tu veux. C'est que il y a des grands immeubles, à côté tu as des petites boutiques pourries, il y a des parkings, il y a des supermarchés. Tout ça est devenu moche. Et puis c'est toujours gênant d'avoir les moyens d'être dans un bel hôtel et quand tu sors, tu vois une misère. Oui, et puis c'est pas beau surtout. C'est-à-dire la misère n'est pas toujours belle au soleil. Une tradition que t'aimes bien. Une tradition que j'aime bien, je sais pas, Noël par exemple. Là, je vais aller en Normandie, passer Noël avec mon ex et mes enfants. Oui, ça c'est une tradition que j'aime bien. Une tradition que j'aime pas, je sais pas, je sais pas la tradition que j'aime pas. Les déjeuners du dimanche à midi quand j'étais petit. Alors que maintenant t'adores ça parce que tu fais ça avec tes petits enfants. Tu sais tout, c'est fou, toi. Ouais. J'ai 3 petits-enfants et il y en a 2 avec lesquels je déjeune souvent le dimanche. Une partie de ton corps. Que j'aime? Ouais. Mon cerveau. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ouais, c'est ce qui me fait vivre depuis l'âge de 19 ans. Une partie de ton corps que t'aimes pas. Il y avait Bouygues. Non, parce que ta bite t'a fait vivre quand t'étais jeune, hein, à l'époque de Soraya. Hein. Elle marchait bien, elle marche toujours bien. J'avais un truc, c'était une pub pour Bouygues. Pour nous, le béton, c'est de la matière grise. Putain. Toi qui fais beaucoup d'examens médicaux, t'as un concours avec Drucker à ce niveau-là. Dis-moi un examen médical. La différence, c'est que moi, Drucker, toute sa vie, il m'a dit, putain, tu bois trop, tu te drogues trop, fais gaffe. Je l'ai amené au Matisse, il a pris une camomille pour faire chier tout le monde. Et puis c'est lui qui a failli crever, tu vois. On l'a fait tirer sur un pétard, hein, Drucker, ouais, il a pris une fois. Donc un examen médical que t'aimes bien, parce que toi, bizarrement, t'aimes bien ça. C'est pas la coloscopie, non. Mais c'est quoi que t'aimes bien?
Comme examen médical. Ouais. Alors j'aime bien quand on m'endort parce que j'adore le propofol. C'est-à-dire que ça a coûté sa vie à ce pauvre Michael Jackson, mais c'est vrai que le propofol, c'est la meilleure chose. C'est-à-dire que quand on te dit endormez-vous, Comptez jusqu'à 10, à 5, même pas t'es le temps de parti. compter à 10, la fille me dit pensez à quelque chose de joyeux. Je dis le propofol. Alors ça, tu me Et quand l'avais tu dit. te réveilles, t'es frais comme, 1 heure après, t'es frais comme un gardon. Alors que si tu veux, avant les anesthésies, tu te réveillais à Schlas 4 heures après. Moi, j'ai jamais kiffé ça. Tu me l'avais dit. Ma première coloscopie, j'ai aucun souvenir. La deuxième, j'ai dit, faut que je profite de ça quand on va m'injecter le produit. Rien du tout. La troisième, j'ai dit à notre ami qui nous fait nos coloscopies, Olivier, j'ai dit, filme-moi. que je vois. Il a pris mon portable, il m'a filmé. Et c'est marrant parce qu'il dit, compte jusqu'à 10. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. T'es persuadé de pouvoir aller jusqu'à 10. C'est génial. Et là, je l'ai vu, là, j'ai vu mes yeux qui sont partis. Je il y a jamais eu de 6. Michael Jackson, il avait commencé le propofol à l'hôpital américain, justement. Ouais. Et puis, quand il est rentré en Californie, il a dit, c'est super, il a envoyé son chauffeur en acheter. Et quand t'es star, les pharmacies te donnent ce que tu veux, surtout quand t'es Michael Jackson. Donc l'autre, il est revenu avec 15 kilos de propofol, et Michael est mort. Voilà. J'aime que ma femme, J'aime que ma femme un truc que t'aimes bien, j'aime que ma femme, me prenne dans ses bras, me câline. J'aime pas que ma femme, J'aime pas que ma femme, par période ça va, mais j'aimerais pas non plus qu'elle travaille autant que ce que je travaillais, quoi. elle travaille beaucoup, ta femme. Beaucoup. Et toi, t'es mignon parce que à chaque fois qu'elle fait le journal, tu la regardes, tu fais Laurent m'appelle pas, je regarde Audrey. Moi, j'ai vu Audrey, si tu veux, j'ai commencé avec Audrey il y a 15 ans, qui était une fille intelligente et travailleuse, mais qui n'avait pas confiance en elle. Et son manque de confiance en elle comment dirais-je, l'handicapait énormément. Et je l'ai vu au cours de ces années prendre confiance en elle. Je l'ai vu aller faire le journal télévisé sans avoir le trac, alors que moi, si tu veux, en direct face à 5 ou 6 millions de gens, j'aurais jamais pu. Non, elle est courageuse. Là, maintenant, elle est bien parce qu'elle a pris confiance en elle. Elle sait qu'elle a du talent. T'es toujours ému quand tu parles de ta femme. Ah oui, je l'aime. Tu veux entendre le son de sa voix? Oui. Écoute. Salut Lolo et salut mon amour. Ce message est pour vous deux sales gosses, deux provocateurs, mais deux êtres délicieux, hyper sensibles. Dites-nous, vous pensez être semblables ou au fond très différents? Je vous embrasse. Mais c'est pas mal comme question. Ah oui. Moi, je pense qu'on a un truc en commun. C'est effectivement qu'on est des sales gosses, et moi, comme à l'école, qu'à l'école, t'es toujours entraîné par un autre qui est plus cinglé que toi, et t'as fait cette fonction dans les émissions qu'on a fait, c'est-à-dire que moi, j'allais loin, mais toi, tu m'amenais encore plus loin, donc j'allais encore plus loin, évidemment. Donc ça, c'était vachement... Là-dessus, on est pareil, sur nos limites, quoi. Après, dans la vie, moi, je suis beaucoup plus... comment dirais-je, beaucoup plus sage, quand même. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une retraite. Qui peut être spirituel parfois. Oui, ça peut être spirituel, mais enfin, pour se faire soigner les dents, vaut mieux pas, quoi. Non, voilà, après, on n'est pas pareil là-dessus. Toi, tu prends la vie avec beaucoup plus de désinvolture, non? Je sais même pas comment je prends la vie. Je saurais même pas l'expliquer. Je prends la vie comme elle vient. Ouais. Non, je suis pas désinvolte. Je suis flippé, pas du tout désinvolte. Mais bon, je peux pas changer les choses, donc je feins d'en être l'organisateur. Ouais. Comme disait notre ami. Thierry, on va terminer. Tu sais comment, bien sûr. Son cul. Mais non. Ah bon. J'ai rien compris, alors. Comment tu terminais tes interviews? Avec une interview formatée. Ah oui, ça, toujours. Laquelle? T'as Alerte préféré? rose. Non. Laquelle? Par amour. Oh, mais c'est bien, bravo. Alors, par amour, est-ce que tu pourrais embrasser 100 fois la culotte de ta femme? Oui. J'ai pas fini. Oui. Qui a une gastro. Non, mais arrête tes conneries. Mais quoi? Non. Là, non. Non. Bah, là, non. Non. Est-ce que, tu vois, l'amour a ses limites, hein? Il est con. Bah, est-ce que par amour, tu pourrais t'habiller en femme de ménage si ça excitait Audrey? Oui. Je suis pas sûr que ça l'excite, mais... Bah, tu fais pas des petits films, des fois, des petits scénarios, Pas en femme de ménage, si tu veux. En quoi, alors, sans indiscrétion, sans être intrusif? j'ai pas de... Je suis pas dans le scénario costume. Est-ce que par amour, tu serais prêt à vivre en Syrie si Audrey, ta femme, était envoyée spéciale là? Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu serais prêt à te convertir à l'islam et à te radicaliser? Par amour. Par amour pour Audrey? Ouais.
Me convertir à l'islam, oui, parce que je pense qu'au départ, c'est une religion qui a des qualités. Après, se radicaliser, non. Non, mais j'essaye d'aller sur tes traces, tu vois. Mais je C'est des vois questions très bien, je te réponds avec beaucoup de que franchise. tu posais un peu. Est-ce que tu accepterais, par amour, hein, de te faire blanchir l'anus? Oui. C'est 10 séances, ça fait un mal de chien. Ah bon? Je sais pas, j'ai jamais fait. Oui, mais je serais d'accord si vraiment ma femme me demandait de me faire blanchir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, elle te demande pas pour l'instant, il y a Non, pas. Elle pour le moment, formule pas elle ça. me prend comme je suis. D'accord. Est-ce que par amour, tu accepterais de cacher le corps de quelqu'un qu'elle a tué et qu'elle a commencé à manger mais qu'elle a pas fini? Ouais. Est-ce que par amour, tu serais prêt à euthanasier tes enfants si ta femme estime qu'ils font trop de bruit dans le salon? Non. Mais par amour. Non, même par amour. Non, Mais je si peux ça fait pas, trop de mais- bruit, c'est 3 enfants, les Oui, je petits sais qu'ils font enfants. la preuve, c'est que ils habitaient en Normandie et moi à Paris. Donc, je sais qu'ils font du bruit. Mais là, je les entendais pas à l'époque. Est-ce que par amour, tu serais prêt, par amour, tu accepterais par amour, parce que cette question, je l'ai écrite, est-ce que par amour, tu pourrais pratiquer l'ondinisme? Oui. Ou la coprophagie? Non. Par amour. Non, même par amour. Pourquoi? Parce que ça me dégoûte. Mais si tu l'aimes. Non, même. Non, les copros, non, c'est beaucoup. Mais t'as pas de réunion de copro des fois? Ah, il est con. J'ai fait beaucoup de copros, mais pour faire des émissions de télé, oui, effectivement. Thierry, merci infiniment. On aurait pu croire que cette interview c'était du copinage ou de l'amitié, il y en avait, mais moi j'ai trouvé ça intéressant que de revoir ta vie avec toi, parce qu'elle est passionnante. Mais surtout maintenant, tu la connais bien, donc tu poses des bonnes questions. Tu crois que j'ai un avenir dans le podcast? Oui, bien sûr. Ça, oui. Ça, oui, tu as un avenir parce que de toute façon, t'hésites pas à poser des questions. Tu as des questions qui sont marrantes, qui sont gênantes, je pense. Je te fais des bisous. Aussi, je t'embrasse.